sale gamine noire, éloigne-toi de ma voiture. Le voiturier blanc pousse violemment Brianna Wilson, 9 ans, la projetant contre le trottoir. Son enveloppe, le dernier espoir de sa mère, tombe dans une flaque d'eau. Vous, les gens comme toi, vous croyez pouvoir toucher une voiture à 300 000 $. Retourne vivre de l'assistance sociale. À l'intérieur de la Whitmore Tower, le PDG Jonathan Whitmore s'installe dans sa Bentley. Silence. Contrôle. Il fait défiler ses emails jusqu'à ce qu'une ombre se dresse devant la vitre teintée. Une petite fille noire, trempée et tremblante, presse une enveloppe ruinée contre la fenêtre. Leurs regards se croisent. Elle articule un mot: aide. Jonathan se fige. Il devrait partir à une collecte de fonds l'attend. Pourtant, quelque chose dans ses yeux l'arrête. Marcus baisse la vitre, la pluie s'engouffre. Monsieur, ils ont rejeté la demande de subvention de ma mère pour votre programme Second Chance Initiative, dit-elle d'une voix ferme. Elle remplissait les conditions. Quelqu'un a changé les dates. Comment tu t'appelles, Brianna Wilson? S'il vous plaît, lisez ceci. Il prend l'enveloppe détrempée. À l'intérieur, Emily Wilson, 37 ans, vétérane et ancienne enseignante, refusée pour une aide au logement à cause d'un délai manqué. Mais le cachet de date a été modifié. Qui t'a donné ça, demande-t-il. Une dame de votre bureau, au 10e étage. Elle portait une montre comme la vôtre. Elle a dit que le fonds était à sec, mais votre article disait qu'il restait 2 millions. Jonathan la fixe. Quel âge as-tu? 9 ans. Je m'occupe des papiers de maman. Ces médicaments la rendent confuse, il hésite. Tu me fais confiance, je ne vous connais pas, c'est juste. Je t'emmène chez toi. Je dois voir ta mère. 5 minutes plus tard, Brianna est assise pour la première fois dans une Bentley, la veste de Jonathan posée sur ses épaules. Le chauffeur jette des coups d'œil étonnés. Il quitte le centre-ville étincelant pour les quartiers délabrés du Southside, magasin barricadé, jardin mort d'hiver. Tu fais ça souvent, demande Jonathan, seulement après l'école. Cette personne m'ont dit non aujourd'hui. Pourquoi continuer? Parce que la 8e dira peut-être oui. Devant son immeuble briques délavées, fenêtre grillagée, Jonathan aperçoit des bouteilles d'oxygène et un fauteuil roulant à l'intérieur. Donne-moi ton numéro, dit-il. Je vais régler ça. Ce soir-là, Jonathan envoie un message à son assistante, sort tous les dossiers du programme Second Chance sur tous les refus. Ce soir. Le matin. Brianna se réveille avant l'aube dans l'appartement glacé. Elle vérifie l'oxygène de sa mère, le tableau des médicaments. Le frigo contient une demi-douzaine d'œufs, du lait qui expire demain. Elle mange une tartine, garde l'autre pour le midi. Chérie, tu devrais manger les deux, dit sa mère. J'ai pas faim, maman. Un mensonge qu'elles connaissent toutes deux. Cet homme t'a vraiment ramené à la maison. Il a dit qu'il regarderait le dossier. Brianna, tu ne peux pas continuer à aller au centre-ville. Ce n'est pas sûr. Alors c'est le travail de qui? Le silence répond. À l'école, Mademoiselle Rodriguez lui tend discrètement un sac en papier. J'ai préparé un déjeuner en plus. Brianna retient ses larmes. Cours de mathématiques. Si une famille gagne 800 $ et que le loyer coûte 950, combien lui manque-t-il? Elle ne lève pas la main. Elle sait déjà 150 $ de trop, le chiffre qui vole le sommeil de sa mère. Après les cours, Brianna se rend à la clinique juridique. Samuel Brox, assistant juridique, étale les papiers sur la table. Quelqu'un a changé ses dates volontairement, dit-il. Vous n'êtes pas la première. Des vétérans, des parents seuls, quelqu'un sabote les demandes. Combien de temps pour faire appel? 6 à 8 mois. Ils n'ont pas 6 mois. Le soir, 42 étages. Jonathan est assis devant des piles de dossiers et 87 refus en 6 mois. La plupart concernent des vétérans ou des parents célibataires. L'an dernier, seulement 15% avaient été rejetés. Le schéma est clair. La supervision du programme appartient à Margaret Hartwell, sa vice-présidente des opérations, 12 ans de loyauté, portant la même montre de luxe qu'il lui avait offerte. Margaret, dans mon bureau, elle arrive, impeccable, tablette en main, nous avons distribué 1,2 million à 43 familles, dit-elle. Pourquoi Emily Wilson a-t-elle été refusée? Délai dépassé. 6 jours de retard. Elle montre le dossier numérique. Impeccable, la voix de Jonathan se durcit. Sa fille dit que quelqu'un a changé les dates. Jonathan, ces gens font des erreurs. C'est plus facile de blâmer le système. Ces gens, je veux dire les candidats. Nous avons des standards. Combien on vous paie? 340 de base, plus les primes. Le fonds dispose de 2,8 millions, dit-il. Vous le dirigez en toute autonomie. Sans contrôle, vous avez signé cette charte, je sais.
C'était mon erreur. Elle se lève, offensée, vous m'accusez, je vous demande pourquoi 60% des candidats vulnérables sont soudainement rejetés alors que le fond est plein, je le protège contre la fraude. Réplique-t-elle sèchement. Et vous remettez en question 12 ans de loyauté parce qu'une enfant vous a supplié sous la pluie? Elle se dirige vers la porte, puis ajoute, cette fille Brianna Wilson a fait un scandale. La sécurité l'a expulsée. Elle a touché une voiture à 300 000 $, la voix de Jonathan est basse, elle a 9 ans, les yeux de Margaret se plissent, c'est une menace, elle ouvre la porte, réfléchissez bien, Jonathan. Enquêtez sur vos propres employés sur la base de la parole d'une fille comme elle? Le conseil n'aimera pas ça. Votre réputation ne s'en remettra pas, elle s'en va. Jonathan reste assis dans le noir, puis appelle un vieil ami, Thomas, c'est Whitmore. J'ai besoin d'un expert comptable judiciaire discrètement. 48 heures plus tard, Thomas Anderson, méticuleux et imperturbable, s'assoit en face de lui, vous n'allez pas aimer ça, montrez-moi. Le programme Second Chance Initiative a versé 1,4 million de $ en 18 mois, mais les familles ne l'ont jamais reçu. L'argent est passé par Bridgepoint Strategy LLC, soi-disant pour le traitement administratif. Cette société appartient à Richard Hartwell. Jonathan se fige, le frère de Margaret, exactement. L'arnaque est brillante, dossiers approuvés sur le papier. Fonds transférés à Bridgepoint, candidats informés qu'ils ont raté la date limite. L'argent disparaît. Combien? Au moins 1,4 million, peut-être plus. Les mains de Jonathan tremblent, elle a volé des vétérans et des parents seuls, pas seulement volé, dit Thomas. Elle a visé ceux qui ne peuvent pas se défendre. Jonathan regarde Chicago par la fenêtre. 42 étages entre lui et le monde de Brianna, je lui ai fait une promesse, alors envoyez Margaret discrètement, évitez le scandale, conseille Thomas, et laissez ses familles dans l'ignorance? Jonathan secoue la tête, sortez tous les dossiers rejetés. Nous allons les appeler les 87. Le lendemain matin, Southside, Brianna ouvre la porte et découvre Jonathan, en costume valant plus que leur loyer, tenant une enveloppe immaculée. Bonjour, Brianna, monsieur Whitmore? Que faites-vous ici? Je suis venu tenir ma promesse. Emily Wilson apparaît, stupéfaite. Il s'assoit à la petite table de la cuisine, Jonathan pose l'enveloppe, vous aviez raison. Quelqu'un a changé les dates. Quelqu'un a volé dans ce programme 18 mois, 1,4 million, 87 familles, il ouvre l'enveloppe, voici un chèque de 45 000 $, la subvention complète. Plus une compensation pour ce que vous avez enduré. Emily éclate en sanglots. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que vous l'avez mérité, répond-il doucement, parce que quelqu'un a trahi ma promesse et parce que votre fille m'a empêché de détourner le regard. Brianna fixe le chèque et nourriture, loyer, médicaments, chauffage, tout devient possible, et les autres familles? Jonathan croise son regard, je répare tout, alors qu'il part, Brianna attrape sa manche, merci de m'avoir écouté, non, dit-il. Merci de m'avoir arrêté. Dehors, un flash d'appareil photo. Son téléphone vibre. Rachel, Margaret a fait fuiter une histoire. Elle dit que tu exploites des familles pauvres. Photo de toi quittant le Southside. Jonathan jette un œil à la fenêtre. Emily tenant le chèque, Brianna à ses côtés, qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, dit-il. On a du travail. 1 heure plus tard, les gros titres se propagent. Un PDG milliardaire visite un quartier défavorisé. Coup de pub ou réel élan de compassion. La contre-attaque de Margaret a commencé. Son téléphone sonne. Clark Ashford, membre influent du conseil, crache dans le combiné. Jonathan, il faut qu'on parle de cette catastrophe de relations publiques. Ce n'est pas une catastrophe, c'est la justice, c'est un risque juridique. Le conseil se réunit demain, 9 h. Réfléchis bien. Margaret a des alliés. Jonathan raccroche, regarde le rapport de Thomas et envoie un message à Brianna, continue de te battre. On n'a pas encore fini, sa réponse arrive aussitôt, merci d'avoir tenu ta promesse, il expire lentement. Il sait ce qu'il attend, le conseil, Margaret, les médias, mais pour la première fois en 20 ans, Jonathan Whitmore sait exactement de quel côté il se trouve. 2 semaines plus tard, l'appartement des Wilson semble plus léger, le chauffage fonctionne. Le frigo est plein. Les factures sont payées. Les médicaments d'Emily sont renouvelés. Elle bouge mieux, prépare le dîner debout, les nouvelles baskets rouges de Brianna brillent lorsqu'elle part à son cours de dessin, elle dessine une Bentley avec des ailes. Pourquoi des ailes? Demande mademoiselle Rodriguez. Parce qu'elle m'a emmené là où je ne pouvais pas aller toute seule, répond Brianna. Ce soir-là, Emily sourit quand Brianna lui propose de faire du bénévolat à la bibliothèque. Tu pourrais lire à nouveau des histoires aux enfants, pour la première fois depuis des années. Emily se sent utile. Avant de se coucher,
Brianna envoie un message à Jonathan, « Merci d'avoir tenu ta promesse ». Il répond, « Merci de m'avoir arrêté près de ma voiture ». Elle colle son dessin, la Bentley avec des ailes sur le réfrigérateur, et pour la première fois, elle s'endort sans craindre le lendemain, salle du conseil. 9 heures, Jonathan se tient devant 9 administrateurs, le rapport d'enquête projeté derrière lui. Il s'attendait à de la résistance, pas à la guerre. J'ai découvert une fraude systématique, commence-t-il. Plus de 1,4 million de dollars ont été détournés via une société écran appartenant aux frères de Margaret Hartwell. Clark l'interrompt. Nous en avons pris connaissance. Nous sommes plus préoccupés par la responsabilité que vous créez que par vos accusations. Responsabilité ? La mâchoire de Jonathan se tend. 87 familles ont été volées. La membre du conseil Patricia Hill se penche en avant. C'est votre parole contre celle d'une cadre supérieure, basée sur un audit non autorisé. Comprenez-vous comment cela apparaît ? Cela apparaît, dit Jonathan, d'une voix ferme, comme si je faisais enfin mon travail. Clark glisse un dossier sur la table. 3 cabinets d'avocats ont examiné cela. Le consensus est clair, règlement discret. Accord de confidentialité. Avancez, vous voulez les payer pour qu'ils se taisent. Nous protégeons l'entreprise que vous avez construite. La porte s'ouvre. Margaret Hartwell entre avec son avocat, Jonathan fixe la scène. Que fait-elle ici ? Mademoiselle Hartwell a le droit de se défendre, dit l'avocat. Margaret se lève. Jonathan, vous vous souciez de ce programme. Ce que vous appelez fraude est simplement des frais généraux standards. Frais généraux, s'exclame Jonathan. Vous avez fait passer de l'argent à l'entreprise de votre frère. Vérifié par le service juridique, dit-elle en montrant un mémo. Jonathan l'examine falsifié. Thomas, dit-il. Le comptable se lève. Les paiements à Bridgepoint n'ont jamais atteint les bénéficiaires. C'est du détournement de fonds. L'avocat de Margaret avertit, audit non autorisé. Diffamation, Patricia intervient. Jonathan, vous avez visité des bénéficiaires, effectué des paiements sans approbation. Votre jugement est remis en question. Clark ajoute, 63 familles ont accepté des règlements, vous les avez achetés, dit Jonathan, nous avons offert de l'aide maintenant, pas des années plus tard, répond Margaret. Je les ai protégés et vous, la voix de Jonathan tremble. J'ai rencontré une fille de 9 ans que vous avez rejetée après avoir changé ses dates. Je n'en sais rien, dit Margaret calmement. En qui avez-vous confiance, Jonathan ? Clark se racle la gorge. Vote pour une mise à pied administrative, les mains se lèvent. La motion passe. Jonathan est interdit de présence sur les lieux, vous la laissez gagner, dit-il, nous protégeons l'entreprise, répond Clark, dehors, Margaret le suit. Vous auriez dû rester dans votre voiture. Cette fille va bien. Sa mère a encaissé le chèque. Vous avez tout perdu, Jonathan entre dans l'ascenseur. Je préfère tout perdre plutôt que de devenir vous. À 17h, les gros titres explosent, Whitmore CEO retiré après des accusations de fraude, les médias déforment l'histoire. Tout le monde parle sauf Brianna. À l'école, les enfants se moquent d'elle. Ta mère est une arnaqueuse. Elle s'effondre, j'ai ruiné sa vie, dit-elle à sa mère. Peut-être aurais-je dû rester silencieuse, n'ose pas, murmure Emily en la tenant. 3 jours plus tard, Jonathan rencontre Samuel Brooks, parajuriste du Cornerstone Shelter. J'ai besoin de ton aide, dit Jonathan en lui tendant un dossier. Samuel l'examine. Bridgepoint Stratégie, j'ai déjà vu ça. 6 entreprises, même fraude, Jonathan hoche la tête. Alors utilise-le, la journaliste Keisha Monroe arrive. Je traque le frère de Hartwell. Parle-moi, Jonathan explique l'audit, 1,4 million de dollars volés. 87 familles, ce n'est pas juste une fraude, dit Keisha. C'est une exploitation systémique, elle a besoin de familles prêtes à parler, 24 ont refusé les règlements, dit Samuel. Ce sont celles qu'il nous faut, répond Jonathan. Une semaine plus tard, 24 familles se rassemblent. Jonathan se tient devant elle. J'ai créé le second Chance Initiative et je vous ai échoué. Je suis désolé. Aidez-moi à réparer cela. Un homme demande, pourquoi vous faire confiance, ne me faites pas confiance. Faites confiance aux preuves. Le rapport prouve que 1,4 million de dollars ont été volés. Une femme crie, que voulez-vous de nous ? Vos histoires, dit Jonathan. Keisha écrira, Samuel poursuivra en justice mais tout commence avec vous, qu'est-ce que vous en retirez ? Rien. J'ai tout perdu. Mais j'ai promis à une fillette de 9 ans que je réparerais ça,
silence puis Brianna se lève, il est venu chez nous. Il a aidé parce que c'était juste. Ma mère dit de pardonner à ceux qui essaient de réparer les choses, William et regarde l'enfant au centre de tout et quelque chose en lui s'adoucit, d'accord, dit-il. Je suis partant. Brûlons tout, un par un, les autres acceptent 24 personnes choisissant la justice plutôt que le silence. L'armée de Jonathan Whitmore, 2 semaines plus tard, à 6 heures, le gros titre tombe, la fraude caritative comment les bonnes œuvres des entreprises sont devenues une affaire de famille, par Keisha Monroe, Chicago Tribune, 3500 mots de preuves, transactions, témoignages, analyses d'experts, exposant l'arnaque de Margaret Hartwell et de son frère à travers 6 entreprises dans 3 États. À 9 heures, le FBI ouvre une enquête sur fraude électronique. À 10 heures, l'avocat de Margaret crie chasse aux sorcières. Mais l'histoire ne parle plus de Jonathan, elle parle des 87 familles, 24 voix, preuves irréfutables. 11h30, salle du conseil Whitmore. Panique. Patricia jette le journal. Catastrophe, Clark dit que 3 membres ont démissionné, la SEC appelle, et Jonathan Whitmore est devenu un héros populaire. Appelez-moi Jonathan, dit Patricia. À 12h15, Clark appelle. Le conseil veut que vous reveniez. Nous avons fait une erreur, non, dit Jonathan. Vous avez fait un choix. Vous l'avez choisi elle plutôt que la justice, nous allons vous réintégrer. Licencier Margaret. Réparer cela, non. Je vais réparer ça. Ne me gênez pas. 2 jours plus tard, une audience du conseil municipal bondée. Les 24 familles au premier rang. Brianna Wilson en basket rouge à côté de sa mère. William et témoigne, j'ai tout fait correctement. Il disait que j'avais un casier judiciaire. Ce n'est pas vrai. Ma fille demandait pourquoi la gentille entreprise disait que j'étais mauvais. Silence. Une par une, les familles parlent délais manqués, lettres falsifiées, mensonges, puis Emily Wilson prend la parole. J'ai appris aux enfants à faire confiance aux institutions, dit-elle, la voix tremblante. Mais les institutions ont appris à ma fille que être pauvre et noir signifie que vous ne comptez pas. Un seul homme s'est arrêté pour écouter. C'est tout ce qu'il a fallu. Nous ne pouvons pas laisser cela devenir normal. La salle éclate en applaudissements, Jonathan témoigne ensuite. J'ai créé ce programme, puis je suis parti. J'ai fait confiance au système plutôt qu'aux gens. L'opportunité n'est pas de la charité, c'est une dette que nous devons. J'ai échoué ces familles. Il promet 5 millions de dollars de ses propres fonds pour rembourser les 87 familles et propose des lois pour des audits indépendants et des rapports publics. Le conseiller Richardson hoche la tête. Un dernier témoin. Brianna Wilson. Brianna hésite, puis monte à la tribune. Je pardonne à Monsieur Whitmore. Mais les entreprises doivent savoir, nous observons. Nous voyons quand vous mentez. Un jour, nous serons les adultes. Alors soyez honnêtes dès maintenant. Une ovation debout dure 3 minutes. 3 jours plus tard, le FBI arrête Margaret et son frère. Richard se débat, Margaret refuse, et les caméras la capturent menottée à l'extérieur de la Whitmore Tower, le même endroit où Brianna avait été repoussée quelques semaines auparavant. Une semaine plus tard, réunion d'urgence du conseil. Jonathan est réintégré en tant que CEO, nouvelle réforme, audit trimestriel, conseil consultatif des bénéficiaires, représentant communautaire au conseil d'administration. Samuel Brooks rejoint en tant que représentant. Keisha Monroe est engagée comme directrice de l'imputabilité. Clark et Patricia démissionnent. 6 mois plus tard, printemps. Brianna obtient son diplôme de 5e année. Sa mère, Emily, assise fièrement dans la foule, emploi stable, loyer payé, œuvre d'art accrochée au mur. Brianna prononce un discours sur le courage et la curiosité, pas sur les difficultés. Jonathan, plus discret maintenant, observe depuis l'arrière. Après, Emily le remercie, vous nous avez donné de la dignité, dit-elle, il sourit. Vous et Brianna m'avez sauvé. Ce soir-là, Jonathan sort de la Whitmore Tower. Pas de Bentley et il conduit une Prius, un garçon arrive en courant. Pouvez-vous aider ma Abuela? Jonathan s'agenouille. Parle-moi d'elle. Il écoute. Présent, la seconde chance initiative s'étend à 12 villes, et dans 2000 familles. Margaret obtient 7 ans de prison, Richard, 4, Emily forme désormais des dirigeants d'entreprise. Brianna étudie les politiques publiques à l'université de Chicago et effectue un stage chez Whitmore Industries. Jonathan prend sa retraite, restant directeur de l'impact social, répondant à tous les emails demandant de l'aide. Les 24 familles créent le projet The 24 Project, faisant passer de nouvelles lois sur la responsabilité des œuvres caritatives.
Samuel Brooks devient législateur d'État. Kesha remporte un Pulitzer. Si cette histoire vous a touché, partagez un moment où quelqu'un vous a vraiment écouté, et si vous croyez aux secondes chances, abonnez-vous. Tout le monde mérite d'être entendu.